Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à TV Coran sur le plateau de l'émission Réflexion. Avec nous ce soir, professeur Issa Belmeki, chercheur en sciences économie et en anthropologie politique, et professeur Cherif Driss, chercheur en sciences politiques, pour essayer de se représenter le plus honnêtement possible et le plus proprement une cartographie religieuse de l'Afrique du Nord, de l'avènement de l'islam jusqu'à nos jours. Alors pour cette première partie, nous allons commencer par essayer d'avoir une première esquisse de ce qu'était la situation religieuse et politique en Afrique du Nord avant l'événement de l'islam. Professeur Belmeki. Merci. Bon, évidemment, il y a des religions qui ont précédé la révélation. Je dis révélation parce que pour un musulman qui comprend correctement sa religion, l'islam, donc il n'y a pas autre chose que l'islam comme religion universelle. Donc tout ce qui a été révélé depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed alayhi salam, pour nous c'est de l'islam. Mais l'histoire a voulu que les événements ont objectivé une autre tendance, c'est-à-dire une pluralité religieuse. Principalement dans ces contrées dont vous parlez, l'Afrique du Nord en particulier, il y a eu trois religions sont passées: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais l'impact de ces religions est différent, qualitativement et quantitativement. Bon, dans les continents asiatiques, il y avait d'autres religions plutôt philosophiques, le bouddhisme, le confucianisme, etc. Alors, pour s'en tenir à l'Afrique du Nord... Là, quand on parle de l'Afrique du Nord, on parle de la frontière est, plutôt ouest. Tout ce qui est à l'est, tout ce qui est à l'ouest du Nil. Du Nil, très bien. Parce que tout ce qui est à l'est de la péninsule arabique, l'Iran, l'Asie centrale, en histoire, on appelle ça la transoxéane, c'est-à-dire Mawara al-Nahr. Donc, l'Afrique du Nord, dans cette phénoménologie de l'histoire, c'est tout ce qui se trouve à l'ouest du Nil, le fleuve le plus long du monde. Avant l'avènement de l'islam, il y avait évidemment le judaïsme, qui existait sur tout le bassin méditerranéen. À cette époque-là, le judaïsme n'était pas, comme de nos jours, une religion sans prosélytisme, fermée, à laquelle on ne peut pas accéder, etc. Et puis est venu le christianisme, et puis l'islam. Alors, il y avait le paganisme aussi. Oui, ça c'est la majorité, j'y arrive. Ces deux religions dites monothéistes qui ont précédé l'islam n'étaient pas répandues comme on a tendance à le croire. Elles se limitaient à des centres urbains et à des classes sociales particulières. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple on considère le christianisme c'était surtout la classe politique romaine et byzantine et quelques citoyens nord-africains, citadins plutôt, parce que les campagnes étaient pratiquement toutes païennes. Hein. Et pour voir que le paganisme était répandu, prenons par exemple Saint-Augustin. Saint-Augustin, son père était berbère et païen. Il est mort païen. Mais sa mère était romaine et chrétienne. Et c'est grâce à elle qu'il est devenu chrétien. Donc même dans une famille qui a produit un père de l'Église catholique romaine, il y avait un païen. Donc le paganisme était très répandu, plus répandu que ces religions dites monothéistes. L'islam, par contre, bon, on y viendra plus tard, parce que c'est une timeline, comme on dit, c'est une limite dans l'espace et dans le temps. Il était pratiquement généralisé, pour des raisons qu'on verra plus tard. Donc le tableau, le schéma
religieux, comme vous dites si bien, la cartographie religieuse de l'Afrique du Nord, avant l'avènement de l'islam, c'était ça. Une grande majorité de païens, donc de religion païenne. Là, je n'utilise pas le mot païen dans un sens péjoratif. Hein. Mais bien sûr. C'était très répandu. Croyance. Oui, c'est une croyance. C'était parce que tous les êtres humains ont, dans leur psyché, donc dans leur construction mentale, sentimentale et psychologique, ce qu'on appelle le sentiment religieux. S'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas une guidance dans le bon sens, eh ben, ils vont adorer n'importe quoi. Et puis il y a un profil sociologique dans cette partie-là. Qui sont les habitants de cette région? Bon, ça c'est... Bon, la composante ethnique, c'est autre chose. Hein. La composante ethnique, il ne faut pas oublier que l'Afrique du Nord, quand même, elle s'est, humainement parlant, elle s'est construite sur des milliers d'années. Je parle juste avant l'arrivée de l'islam. Oui. Donc il y a les Byzantins, évidemment. Il y a les Berbères aussi. Et les Berbères eux-mêmes sont divisés en... Il y a Ibn Khaldoun qui les divise en deux parties. Je vais vous dire, avant l'avènement de l'islam, l'Afrique du Nord, c'était schématiquement comme la partageaient les Romains. Parce que les Romains, quand même, après la chute de Carthage, ils sont restés en Afrique du Nord 7 siècles. Et là, on doit reconnaître qu'ils étaient de bons gestionnaires, de bons administrateurs et de bons urbanistes. Leur côté administrateur, ils ont laissé des archives, des textes. Par exemple, si vous allez à Timgad, si vous visitez les ruines de Timgad, qui était une ville militaire, c'est le damier colonial classique, la première des choses que vous trouvez à l'entrée, à gauche, c'est la bibliothèque, où ils gardaient leurs parchemins, etc. Donc, c'est des gens qui, ce qu'on appelle en arabe, tedouin. Tedouin, ils étaient très calés en tedouin. Donc, ils nous ont laissé une cartographie humaine, justement, humaine et administrative de l'Afrique du Nord. Alors, comment ils partageaient l'Afrique du Nord? Ils la partageaient en 5 parties. Entre le Nil, justement, entre le Nil et l'actuelle Tunisie, qu'ils appelaient la proconsulaire, il y avait la Tripolitaine, l'actuelle Libye. Tarablus vient de Tripolis, les 3 villes. Donc il y avait la Tripolitaine, c'était des Libyens, des Libyques. La proconsulaire, c'était des Berbères. La proconsulaire, c'est synonyme, en temps réel, c'est synonyme de Ifriqiya. Ifriqiya. Un mot d'ailleurs que les Arabes ont gardé, mais ils ont... géographiquement, Ifriqiya, c'était entre Tripoli justement et Béjaïa. Ifriqiya pour les Arabes. Non, Ifriqiya, c'est... Pourquoi les Romains c'est les Romains qui l'ont appelé Ifriqiya. Oui. Et les Arabes ont gardé ce nom. Pourquoi? Parce que quand ils ont cassé, quand ils ont brisé Carthage, quand ils l'ont rasé, quand ils ont commencé à pénétrer le continent, ils ont trouvé des territoires occupés par une tribu berbère, les Aourira, qui descendent d'un éponyme, Aourir. Et c'est d'ailleurs le prénom de Saint-Augustin. Le vrai nom de Saint-Augustin, c'est Aourir. Donc on peut imaginer peut-être que Aourir, donc Saint-Augustin, descendait de cette tribu Aourir. Alors les Romains l'ont appelé Aourira. Et latinisé, ça a donné Ifriqiya. D'accord. Donc déjà, le partage administratif de l'Afrique du Nord fait par les Romains correspondait déjà grosso modo à un partage humain. Très bien. Donc il y avait la Tripolitaine, la proconsulaire. Grosso modo, c'est l'actuelle Tunisie. La Numidie. La Numidie, elle s'étendait de l'actuelle Tunisie à peu près jusqu'à Cherchel. Un peu au-delà d'Icosium, c'est-à-dire l'actuel Alger. C'était ça la Numidie. Il l'appelait la Numidie parce qu'elle était habitée par des pasteurs qui nomadisaient, parce que numide, c'est la racine du mot numidus. Numidus, c'est la racine du mot nomade. Donc il y avait, là c'est une anthropologie sociale. Ils ont remarqué qu'il y avait des berbères ou autre chose qui nomadisaient, donc qui vivaient selon le mode de vie pastoral. On appelle ça la transhumance. Et Madame Roubaix, directrice du Musée de l'Homme à Paris, a fait une très bonne étude en 1968 sur ce mode de vie pastoral. Donc la Numidie, ce n'était pas le nom d'un État, ou d'un royaume, ou d'un peuple.
Les Numides, c'était ces Berbères qui nomadisaient, Très bien. les pasteurs. Donc, qui ont adopté une vie pastorale à cause de leur environnement géographique, etc. Donc, ils transhumaient du nord au sud avec leurs moutons, leurs cheptels, l'hiver au sud, l'été au nord, etc. Alors, après la Numidie, il y avait deux Mauritanies. La Mauritanie césarienne, dont la capitale était l'actuelle Cherchell, mais qui au début s'appelait Éole, parce qu'elle a été fondée par les Phéniciens. Et donc elle s'étendait à peu près d'Icosium aux frontières du Maroc actuel. Et au-delà, il y avait la Mauritanie tingitane, parce que sa capitale était Tingis, l'actuel Tanger. Tingis aussi, c'était une ville fondée par les Phéniciens. Toutes les villes du littoral étaient fondées par les Phéniciens. Et les Romains, quand ils ont conquis l'Afrique du Nord, ils ont leur politique nihiliste et négationniste. Ils rasaient les villes phéniciennes, ils construisaient une ville romaine dessus. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Carthage. Bon. Alors, tout ça nous amène au partage humain, donc ethnologique, anthropologique de l'Afrique du Nord. Alors, donc les Romains avaient affaire à une tripolitaine, une proconsulaire, une Numidie, une Mauritanie césarienne, une Mauritanie tingitane. Quand il s'agissait des êtres humains, la tripolitaine, c'était des Libyens. Le mot vient du grec lébou. Et il y a des historiens qui disent que c'est des gens dont l'origine, c'est les gens de la mer, donc des Égéens. Pas tous, mais une bonne partie de ces lébous. La proconsulaire, c'est des Berbères. D'ailleurs, Aouira, c'est une grande tribu berbère dont l'éponyme était Aourir. Les Numides, c'était des gens, donc des pasteurs qui nomadisaient. Des Berbères aussi. Des Berbères et peut-être avec un peu de morts. Et puis, pourquoi ils ont appelé les deux autres parties les Mauritanies? Parce qu'elles étaient habitées par des Maures, M-A-U-R-E-S, pluriel. Et qui les a appelés les Maures? C'était les Phéniciens. Parce que quand les Phéniciens sont arrivés ici, ils les ont trouvés, ils les ont précédés. Et ils les ont appelés en phénicien Maorahim, Maor-Ahim, les morts. Et ça veut dire les Maghrébins. En phénicien, ça voulait dire les Maghrébins. Donc il y avait un partage humain très clair, très typé. Et au sud, il y avait les Gitules. C'était le sud marocain et le sud algérien. Et les Garamantes, le sud tunisien et le sud libyen. Donc il y avait quand même cinq districts, ils appelaient ça les provinces, les Romains. Il y avait 5 provinces administratives qui correspondaient à peu près à un partage humain, à 5 groupes humains distincts. Parce que les Romains, ils ne considéraient pas les morts comme des Berbères arabisés, l'arabisation n'était pas encore là, ou des Berbères ceci ou cela. Les morts, c'était les morts. Les Berbères, c'était les Berbères. Les Gétules, c'était les Gétules. Les Garamantes, c'était les Garamantes. Les Lébous, c'était les Lébous. Ils ne mélangeaient pas, parce que c'était en temps réel, durant 7 siècles. C'est-à-dire que ces appellations ne se sont pas succédées. Elles étaient instantanées en même temps. Elles existaient. Donc là, c'est un aspect positif de la colonisation romaine. Ils nous ont laissé des archives qui éclaircissent, très bien, et qui décrivent très bien le partage humain de l'Afrique du Nord. Donc l'Afrique du Nord est multiethnique. Mais cette multiethnicité, est-ce qu'elle est hétérogène ou homogène? Ça aussi, c'est une question à se poser. Là, il faut voir l'origine de ces groupements humains. Les Berbères, d'où sont-ils venus? Il y a beaucoup d'études qui ne sont Oui, pas... les Lébous, d'où sont-ils venus? Les Maures, d'où sont-ils venus? Les Phéniciens, d'où sont-ils venus? Parce qu'il y a des lectures un peu tendancieuses de l'histoire qui considèrent, par exemple, les Phéniciens comme des colonisateurs. Ce n'étaient pas des colonisateurs. Ils sont venus... pacifiquement, c'était des marins, ils n'avaient pas d'armée avec eux, ils n'ont envahi personne, ils n'ont colonisé personne, ils se sont installés, et il y a des choses dont on ne parle pas qui leur ont permis de fusionner avec les autochtones. Donc déjà, c'est des facteurs de changement ethnique. Quand deux peuples fusionnent, parce que, attention, les Phéniciens, ils ont commencé à s'installer en Afrique du Nord au XIIe siècle avant Jésus-Christ. À partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que leur présence était pas 3200 ans, parce que Carthage a été détruite, disons, il y a 2000 ans, grosso modo. Donc leur présence, c'était 12 siècles.
C'était pas des gens de voyage, c'était pas des gens de passage. Ils se sont installés. Et pour vous donner une idée de leur nombre, Carthage, quand les Romains, Scipion, l'Africain Scipion Émilien l'ont détruite, elle comptait 500 000 habitants. De nos jours, ça ferait 5 millions d'habitants. Donc c'était une masse humaine qui wafidoun, comme on dit en arabe, wafadou, la Phénicie, c'est l'actuel Liban, mais qui sont installés, qui ont fusionné, parce qu'il y a des liens de parenté entre les peuples. De toute façon, il y a beaucoup de chercheurs qui, même lorsqu'ils parlent des Berbères, et qui considèrent aussi les Libyens, les Libous, comme berbères. Non, ça c'est... Oui, mais je vous dis ce qui... Vous êtes plus au courant que moi sur ça. Non, c'est pas une question. Il y a beaucoup de... Il y a des lectures, comme vous dites, qui disent que les Berbères descendent de populations qui viennent de l'Asie préhistorique depuis plus de 10 000 ans. Donc... voilà. Aucune affirmation qui dépasse 4000 ans n'est fiable. Tous les peuples du monde commencent leur identification à travers l'histoire à partir de 4000 ans, c'est-à-dire la proto-histoire. Peut-être la préhistoire dans certains cas, mais par exemple la France, pour les Français, elle est rentrée dans l'histoire au IXe siècle avant Jésus-Christ. Pas avant. Très bien. Donc elle serait vieille de 3000 ans, la France, pas de 10 000 ans ou 100 000 ans. Alors qu'on a trouvé des restes des civilisations qui, par exemple, les grottes de Lascaux, l'homme de Cro-Magnon, c'est peut-être 200 ou 300 000 ans, ou 60 000 ans, 50 000 ans. Mais vous ne trouverez pas un seul Français qui vous dirait « je descends de l'homme de Cro-Magnon ». Évidemment, c'est parce normal. Que c'est tellement loin, et rien n'est évident. Même les marqueurs génétiques changent sur une période aussi longue. Pour les Français, leurs ancêtres, c'est les Gaulois. Oui. Ils descendent de Gaulois. Les Gaulois, c'est connu. Pour les musulmans, leur descendance est très très claire. Elle est inscrite même dans le Coran. Non, pardon. L'exemple de la France est très clair. Les Français considèrent qu'ils descendent des Gaulois. Les Gaulois, c'est des Celtes, donc ils sont venus du Nord, de l'Irlande, du Pays de Galles, de l'Écosse. Hein. Il y a des Gaëls. Ils connaissent leur origine, mais ils ne confondent pas. Ils ne se confondent pas eux-mêmes avec leurs ancêtres. Parce que le temps, il laisse sa marque. Et la vie, elle évolue, c'est une évolution. Les gens se mélangent. Ces Gaulois ont été conquis par les Romains. C'est devenu des Gallo-Romains. Et puis ils ont été conquis par des Germains, c'est devenu des Francs, des Français. C'est-à-dire qu'il y a une histoire à assumer, qu'il ne faut pas rejeter. Ça, c'est une chose. Donc le facteur temps et les mécanismes de l'histoire. Deuxième chose, la thèse monogéniste est inacceptable scientifiquement. Oui. Dire par exemple que la moitié d'un continent est monogénique, c'est-à-dire il y a un seul gène, il n'y a que des Berbères. Il n'y a que des Amazirs, il n'y a que ceci. On vire carrément dans l'idéologie raciale. Ouais, non, scientifiquement, c'est faux. Oui. Indépendamment de toute considération raciste. Oui. C'est la doctrine... L'idéologie raciale ne repousse sur aucun argument scientifique. On appelle ça la doctrine monogéniste, absolument. Qui ne tient pas la route scientifiquement. Absolument. Juste pour ne pas trop s'éloigner de notre thème. Oui, alors les morts, juste pour terminer. Alors, les Berbères. Il y a une thèse tout à fait fausse d'ailleurs, qui disent que berbère étymologiquement vient du mot barbare, parce que les Romains les appelaient les barbares. C'est faux. Parce que si les Romains appelaient les berbères berbères parce qu'ils étaient barbares, ils auraient appelé tout le sud de leur empire barbare. Parce que ces mêmes gens disent que, monogénistes comme ils sont, ils disent que toute l'Afrique du Nord est berbère. Donc, si tous les Berbères sont des barbares, donc les Romains, ils auraient pu appeler la Libye des barbares, les Phéniciens des barbares, etc. La Numidie des barbares. Voilà. Mais pour les Romains, il y avait Punicus, les Puniques, les Phéniciens. Il y avait Barbarus, les Berbères. Il y avait les Maurus, les Maures. Il y avait les Gétus, les Garamantes. Il y avait 5 groupes humains répartis dans 5 circonscriptions administratives. Alors, les morts. Les morts, l'origine du mot, elle est phénicienne. Maurahim, le Maghariba, les gens de l'Ouest. Ça, les travaux du professeur Jacques Ruffier ont montré d'où est-ce qu'ils viennent.
Ils sont venus même avant les Phéniciens, c'est-à-dire il y a peut-être 4000 ans. C'est-à-dire il faut avoir une vue en 3D, en 3 dimensions de l'histoire. Avoir une vue plate de l'histoire, ça ne mène pas loin. Et puis, ça encourage tous les dépassements racistes, ethnocentristes, etc. C'est ça l'essentiel. Alors, pour ce qui est des religions, donc il y avait le judaïsme, il y avait un peu de christianisme et surtout du paganisme. Et vous pouvez trouver dans une même tribu des chrétiens et des païens. Par exemple, le Kousseïla, avant qu'il embrasse l'islam, était chrétien. Avant qu'il ne soit chrétien, il était païen. La Kaïna, la communauté juive veut la récupérer. Ils disent que la Kaïna était juive. C'est faux. La Kaïna, c'était une archimandrite. Donc elle avait une autre religion, une religion naturelle. C'est-à-dire, ça, c'est des détails qu'on verrait plus tard. Mais pour résumer, l'Afrique du Nord, c'est une vaste contrée qu'on doit étudier loin de tout ethnocentrisme, loin de tout racisme, loin de toute uniformisation intellectuelle de choses qu'on ne peut pas uniformiser. Et c'est de là que vient sa richesse, justement. L'Afrique du Nord est une contrée d'une grande richesse parce qu'elle est très riche au niveau de ses origines. Très bien. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a ce profil-là, cette région-là, comment elle vivait politiquement sous les règnes byzantins et romains? Comment les populations locales subissaient cette... Est-ce qu'il y avait la justice juste avant l'arrivée de l'islam? Enfin, c'est-à-dire, comme l'a si bien dit le professeur Belmeki, nous avons en face de nous une cartographie qui est diversifiée. Et après les Romains, vous savez, l'Empire romain s'est éclaté en deux entre Rome et Byzance. Les Byzantins, en Afrique du Nord, il y avait des dissensions internes, des dissensions, c'est-à-dire entre eux et l'Église de Rome. Bien entendu, au sein de cet ordre byzantin, il y avait une société de classe, c'est-à-dire que les gens qui étaient christianisés appartenaient à une catégorie sociale, ce qu'on appelait les notables, les gens, selon le jargon actuellement, des gens riches, puis ceux qu'on pourrait, entre guillemets, ce qu'ils étaient appelés la plèbe, étaient restés dans leur religion païenne. C'est-à-dire qu'il y avait une société de classe, il y avait une injustice, notamment avec une imposition d'impôts qui était considérée comme très injuste. Il y avait des expropriations de terres, mais aussi une certaine ascension basée plus sur, disons, la propriété terrienne et foncière. Donc, cet ordre qui était social et politique était très unique. Ce qui a mené, dans la plupart des cas, à des révoltes, à des rebelles de la part des populations autochtones contre les conquérants, c'est-à-dire contre l'ordre établi par ce qu'on appelle la caste dominante. Et cette révolte a été maintes fois réprimée dans le sang. C'est-à-dire réprimée dans le sang, c'est-à-dire que les Byzantins n'admettaient pas que cet ascenseur, cet ordre social soit remis en cause. C'est-à-dire que ceux qui appartenaient à une catégorie sociale, notamment christianisée, sont catalogués comme étant appartenant à la noblesse. Les autres, la population, ce qui est considéré comme la plèbe, n'avaient pas le droit de citer, n'avaient pas le droit de participer à la gestion des affaires de la cité, si on peut utiliser ce concept moderne. Donc, d'un point de vue politique, le règne byzantin était émaillé, si vous voulez, par des révoltes et des rébellions successives. Sans compter les intrigues de palais, c'est-à-dire entre les familles et tout, qui a miné un petit peu, qui a affaibli et qui a renforcer, si vous voulez, le fossé qui existait entre la classe dominante et la population autochtone. Très bien. On est approximativement là à 622, on va se situer à 622. Et c'est à ce moment-là que commence la conquête arabe de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qui a motivé cette conquête? Et pourquoi ça a pris beaucoup de temps pour conquérir l'Afrique du Nord? Approximativement, ça a pris, je pense, une 50aine d'années. Contrairement à l'Arabie orientale, qui a pris, je pense, la conquête moins de 10 ans
Pourquoi ça a pris plus de temps de ce côté-là? Mais bon, d'abord, qu'est-ce qui a motivé la conquête musulmane de l'Afrique du Nord? En fait, il faut dire en premier lieu que cette conquête entre dans le cas ce qu'on appelait l'extension géographique de l'espace musulman. Après la mort du prophète, il y a la venue des khulafa, soit Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Il y avait un projet d'aller vers une extension géographique de l'espace, ce qu'on appelle de l'islam en tant qu'espace à la fois temporel et spatial. Il y avait cet aspect de répandre l'islam. Deuxième aspect par rapport les motivations, bien entendu, il y a la motivation principale, bien sûr, c'est de répandre la révélation, de répandre le message de Dieu. Deuxième élément, il a fallu que cette entité politique en émergence, qu'elle se consolide d'un point de vue spatial, d'un point de vue géographique, en allant vers une extension des frontières de cet espace, en commençant par l'Est, l'Égypte, la Perse, l'Irak et tout, et en allant vers l'Ouest. Maintenant, pour arriver à la question pourquoi ça a pris tout ce temps-là, il faut dire que le début, ce qu'on appelle le vrai chantier des campagnes, a été initié par le calife Omar des conquêtes, a été initié par le calife Omar ibn Khattab. En son règne, on a commencé vers les extensions vers plus à l'est, c'est-à-dire vers l'Égypte, vers ce qu'on appelle actuellement la Syrie, puis l'Irak. Mais pour ce qui est de l'Afrique du Nord, l'histoire l'a démontré, même si c'est une vérité historique, le calife Omar ibn Khattab s'était fermement opposé. C'est-à-dire que quand Omar ibn al-As voulait aller au-delà de Tripoli, il a reçu un refus catégorique de la part du calife Omar ibn al-Khattab qui disait que nos troupes, tant que les larmes émecteront mes paupières, nos troupes n'atteindront jamais l'Afrique du Nord. Mais le point, c'est-à-dire que le changement notable a été initié par le calife Othman ibn Affan. C'est à ce moment-là qu'a commencé les vraies campagnes avec le premier Abdullah ibn Asad, c'est-à-dire qui a été le premier envoyé vers en Afrique du Nord, notamment vers ce qu'on appelle actuellement la Tunisie, puis ça s'est étendu par la suite. Deux raisons expliquent pourquoi ça a pris tout ce temps-là. La première raison, en rapport avec, si vous voulez, ce que certains ont utilisé guillemets, les dissensions au sein de l'ordre, ce qu'on appelle à l'époque entre, vous voyez, le conflit entre Othman et plutôt entre Muawiyah et Ali. C'est-à-dire que ces dissensions politiques ont freiné un petit peu la lancée, ce qu'on appelle cette campagne, à telle enseigne que les walis d'Égypte, parce que les khalifes désignent ce qu'on appelle le représentant dans chaque point nodal, à savoir l'Égypte était un point très important. Donc les walis changeaient constamment. Quand Othman ibn Affan désignait un wali, puis quand Muawiyah est venu désigner un autre, quand Ali désignait un autre, et quand Yazid ibn Muawiyah est venu désigner. Donc ce changement, si vous voulez, ces conflits qui étaient très visibles, qui ont pris parfois des tournures violentes, ont freiné un petit peu. Le deuxième élément d'explication à mon sens, c'est la résistance rencontrée par les Arabes, les musulmans, quand ils sont partis en Afrique du Nord, de la part de populations autochtones. N'oublions pas la première rébellion menée par Kousseïla, puis après Kousseïla s'est converti à l'islam, la rébellion avec Kahina. Donc il y avait une résistance très très forte de la part de populations autochtones. Pas dès le début, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas été linéaire. Ça n'a pas été linéaire. Il y avait des considérations en rapport avec la topographie. Absolument. La topographie qui est un élément très important, c'est-à-dire aller vers la conquête d'espaces désertiques. Montagneux. Paraît moins compliqué que d'aller vers des reliefs montagneux. Montagneux, absolument. Des reliefs montagneux, et pour juste ouvrir une parenthèse, ces reliefs montagneux, c'est-à-dire cette topographie, explique la difficulté que certains envahisseurs à travers l'histoire ont eu à affronter pour envahir l'Algérie. À travers l'histoire, les Romains, les Vandales, les Byzantins, puis la colonisation française, c'est-à-dire que ce relief
montagneux, cette topographie est l'un des éléments d'explication pour justifier le retard pris, ce qu'on appelle ce laps de temps qui était de 50 ans. Mais c'est vrai, quand on compare par rapport à certaines campagnes, 50 ans, ce n'est rien par rapport à des campagnes qui ont dû prendre 70 ans, 80 ans ou tout ce qui s'ensuit. Pour résumer donc, à mon sens, il y a ces trois facteurs, à la fois des dissensions internes en rapport avec l'espace, l'ordre qui a émergé à Médine et les divergences qu'il y a eu entre les califes, et notamment entre Muawiyah et Ali, qui a freiné un petit peu. Des résistances, il faut le dire aussi, parce qu'il y avait une résistance, même si ce n'est pas le début, mais ces résistances étaient en discontinu, certes. Et troisième élément, à mon sens, c'est l'aspect géophysique, ce qu'on appelle la topographie et les reliefs, qui expliquent que la campagne n'a pas été très facile, qu'il y avait des résistances à la fois géographiques et humaines. Très bien, merci. On peut se concentrer peut-être un peu sur le facteur humain qui a fait face à cette conquête. De nombreux historiens parlent de ces deux grandes tribus berbères, les Sanhaji et les Znati, qui ont eu une réaction différente vis-à-vis de l'arrivée des Arabes, avec Amr ibn al-As d'un côté et Uqba ibn Nafi' de l'autre. Les premières arrivées, je parle, lorsqu'ils n'ont pas dépassé Tripoli et Fezzan au sud. Donc il y a eu une résistance de la part des Sanhaji et une acceptation plus ou moins de la part des tribus des Znata, qui peut-être ressemblaient ethniquement ou sociologiquement aux Arabes dans leur façon de vivre, etc. Et toutefois, il y a eu quand même dès le début une acceptation de ces musulmans qui arrivaient de l'Égypte par les premières populations qui étaient à Berqa, à Tripoli, à Fezzan. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est des facteurs, des impondérables, c'est-à-dire imprévisibles. Ça parlait d'un point très important. En sociologie, en anthropologie, on appelle ça les isolats. Il y a des régions qui sont un véritable isoloir des gens qui y vivent. Par exemple, les montagnes des Aurès ou de Kabylie, c'est pas facile. Il faut les imaginer à cette époque-là. Sans route, sans autoroute, on s'y déplace à dos d'âne ou à dos de mulet ou à pied, etc. Les contacts et la fusion des gens n'étaient pas faciles. Mais au niveau des hautes plaines, des hauts plateaux, des espaces ouverts, c'est plus facile. Le déplacement est plus facile, la connaissance est plus facile, et donc la fusion entre les différentes ethnies est facile. Sanhaj et Zenata, ce n'est pas des tribus, hein, c'est des confédérations de tribus. C'est des confédérations de tribus qui se sont unifiées sur certaines bases. Bon, ça ne relève pas du sujet qu'on traite. Mais il faut voir le résultat post-islamisation. Tout le monde est arrivé à embrasser cette religion corps et âme. Donc s'il y avait des réticences au début, etc., les plus grandes résistances dont on parle, c'est celle de Kousseïla et celle d'El Kahina. Pour comprendre ça, le problème, la différence entre Kousseïla et la Kahina, ce sont deux berbères. Oui. Mais les berbères ont eu deux réactions différentes d'ailleurs. Oui, je vais vous dire pourquoi. Les berbères, c'est deux lignées. Hein. Les berbères Boutre et les berbères Branès. Oui. Ils ont un même père, un même éponyme. Et Amazigh ibn Kan'an. Non. Ah, vous parlez de... L'éponyme, l'étymologie même du mot berbère vient de Bar el-Kan'ani. Bar el-Kan'ani. C'est dans tous les généalogistes berbères en parlent, et surtout Ibn Hazm al-Andalousi, dans sa Jamhara, Jamharat al-Ansab. Bon, alors... Même Ibn Khaldoun dans le Muqaddima le dit. Oui, donc les berbères, c'est un critère généalogique. Il est ni ethnique, ni politique, il est généalogique. C'est-à-dire que Bar el-Kan'ani a eu deux enfants,
Medris Madris, oui. et Bedr, Bournos. oui. Koussaïla descend de Bournos et la Kahina, Là, qui est- comme moi-même, la Kahina et moi-même, nous descendons de Medris. La Kahina Znatia, d'ailleurs. Ouais, parce que Znata, c'est une confédération de tribus. Il y a peut-être des morts dans cette confédération, des MAURE. Oui. Parce que Znata, on les a trouvés même au Maroc. Uqba ibn Naf a eu affaire, et même Tarq ibn Ziyad a eu affaire à eux au Maroc, donc dans le Rif marocain. Donc Znata, c'est une confédération. Très bien. Il y avait même une confédération judéo-zénète dans le Touat Gourara. Oui. Donc Alors, sur une pourquoi base. on parle de ces deux-là Quand on parle de ces deux-là. Alors que, en fait, la plus grande majorité des Berbères s'est convertie à cette religion, l'a portée et est arrivée avec jusqu'en Andalousie. Alors, je vous ai dit, c'est des facteurs. Il y a même des facteurs personnels. Par exemple, Koussaïla collaborait étroitement avec les Byzantins. Il était très copain avec les Byzantins. Oui. La Kahina, non. La Kahina avait un dénominateur commun avec ce qu'on appelle les Arabes. Elle combattait les Byzantins. C'était ses ennemis. Elle les combattait. Koussaïla, non. Il était chrétien et copain avec les Byzantins. Donc c'est déjà une différence fondamentale qui va conditionner des comportements. Elle va avoir des connaissances comportementales. Alors, la Kahina, c'était une reine, une grande dame qui avait une vision. Elle avait une vision. Elle voulait fonder un royaume, donc un État, basé sur l'unicité du pouvoir. C'est exactement ce qu'a voulu faire l'émir Abdelkader. Unifier les tribus. C'est ce qu'elle voulait faire. Et elle est arrivée à créer l'embryon d'un État qui s'étendait de Kérouan au Souf et du Houdna à la Libye. C'était ça son royaume. Elle n'était pas algérienne, elle était à la fois libyenne, tunisienne et algérienne. Donc elle était nord-africaine, aurassienne parce qu'elle est d'origine des Aurès, mais elle avait une envergure nord-africaine. Alors quand les Arabes, entre guillemets, sont arrivés, ils sont arrivés dans la logique dont a parlé... Les musulmans, on va dire. Comment? On va dire les musulmans. Non, appelons-les les Arabes. Après, on va voir qui sont réellement ces Arabes. Ça parlait d'un mécanisme de conquête. Les conquêtes, entre guillemets, ont commencé avec le khalife Abou Bakr Siddiq. Parce que la Perse et tout ce qui est Khorasan, Samarkand, c'était fait au temps de Abou Bakr Siddiq. À l'ouest du Nil et au nord, c'était fait par les suivants. Alors pourquoi ces conquêtes? L'islam est une religion de paix. Donc des musulmans qui font la guerre, c'est pas évident. Pourquoi au début, j'ai ici un très bon résumé des guerres qui ont été faites durant l'édification de l'État de Médine, l'État de l'islam, l'État prophétique dont on a parlé la dernière fois. Toutes les guerres qui ont été faites étaient des guerres défensives. Mais après, les musulmans sont entrés dans une phase de guerre préventive. Parce que les Byzantins et les Rassasines, les Rassanides, ils complotaient contre cet État qui naissait, cet État nouveau. Et donc le César des Byzantins, et attention, il ne faut pas oublier que Byzance, c'est l'Empire romain d'Orient. C'est les Romains, Rome, c'est l'Empire romain d'Orient. Et l'autre, c'est l'Empire romain d'Occident, la capitale Rome, et nous avons une deuxième capitale, Byzance, qui est l'actuelle Constantinople. Bon, alors pourquoi ils ont fait une guerre préventive? Parce que s'ils n'avaient pas fait ces guerres préventives contre les Perses et les Byzantins du Nord, dans le Cham, ils les auraient envahis. Absolument. Donc c'était préventif. Mais le problème qui s'est posé, c'est que les musulmans se sont rendus compte qu'il leur fallait une flotte. Parce que les Byzantins, ils ont tiré leur force de leur flotte maritime. Donc ils ont créé une flotte. Et c'est grâce à cette flotte qu'ils ont évité aussi des invasions venant de la mer. Alors, prévention, il faut le fait. En français, ça ne se dit pas ouvrir. Il faut conquérir, entre guillemets, le Maghreb.
parce que le Maghreb était byzantin. Il était romain pendant 7 siècles, puis les Vandales sont venus, les tribus barbares germaines, ils ont démoli l'Empire romain, ils ont mis la pagaille en Afrique du Nord pendant 1 siècle, ils n'ont rien fait, ils ont semé la pagaille, et puis les Byzantins ont reconquis l'ancien Empire romain, ils sont restés 1 siècle. Et la Kahina leur faisait la guerre. Elle ne s'alliait pas à eux comme Kousseïla. Alors, Kousseïla qui est autre chose. La Kahina a proposé à Kousseïla d'entrer, de participer à son projet politique. Créer un État sur l'unicité et l'unification, la confédération des tribus berbères, donc les Branès et les Boutres. Il a refusé. Il lui a dit, j'ai une condition majeure, si tu veux que je participe, il faudrait que ce soit moi le roi, le chef. Mais elle n'en avait pas l'envergure. Même ces tribus à elle n'auraient pas accepté. Parce que pourquoi ont-ils accepté sa gouvernance? C'était une princesse qui a hérité le pouvoir de son père, et c'était une archimandrite. Dans l'Antiquité, un archimandrite, c'est quelqu'un qui cumulait 3 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir religieux. Mais ce n'était pas une juive, comme l'a dit Gisèle Halimi dans son livre La Kahina. Parce que bon, certains juifs, ils veulent récupérer le personnage de la Kahina et dire voilà, cette héroïne était une juive. Eh bien, l'histoire ne connaît pas de reine juive. C'est clair et c'est net. Et puis elle était... pourquoi d'ailleurs ces gens l'appelaient la Kahina? Ce n'était pas les Arabes qui l'ont appelée la Kahina. Quand ils sont venus, elle s'appelait la Kahina. Parce que le Kehenout, c'est un grade dans l'Antiquité. C'est pour ça qu'il faut faire de l'histoire en temps réel, l'histoire opérationnelle. La Kahina avait un grade de Kehenout, c'est-à-dire elle avait cette religion, elle lisait dans le ciel, elle lisait dans les étoiles. Et c'est ça ce qui lui a donné son pouvoir, son ascendant sur ces tribus. Et donc les Arabes, enfin, on revient toujours sur ces 2 personnages, le Kahina et Dihya, qui ont, le Kahina et Dihya donc, et Kousseïla. Ces 2 personnages qui ont entre guillemets, fait face aux conquérants musulmans. Pourquoi on revient toujours, lorsqu'on parle de la conquête de l'islam en Afrique du Nord, on revient toujours à ces 2 personnages? Parce que c'est l'antichambre de l'Afrique du Nord. Hein. La région où habitaient ces Berbères, donc ces Boutres et ces Branès, c'était... D'ailleurs, le Madrasan, si vous voyez ça avec Google Earth, le Madrasan, c'est-à-dire le mausolée de Madris, le fils de Bar al-Kan'ani, il est placé dans un endroit stratégique. Ça veut dire qu'il y avait déjà un partage de territoire entre les Branès et les Boutres. Il y avait déjà un partage de territoire. Dans ces 2 territoires se sont développées 2 conceptions politiques différentes. Kousseïla, qui était un Branès, Kousseïla ibn Lemzem, il était un Branès. La Kahina, c'était un surnom. Hein. C'était un surnom, disons, qui correspondait à... Mais son vrai nom, c'est Dihya. Voilà. Dihya bin Tabtit ibn Yanfaq. Tabtit. Les Romains l'appelaient Tabeta. Mais le vrai nom berbère, c'est Tabtit. Donc Dihya bin Tabtit ibn Yanfaq. Etc. Et sa généalogie montre jusqu'à Madris al-Abtar. Bon, par exemple, à Baraï, à côté de Khanchla, c'est pas la peine de citer les noms, il y avait un PAPC qui a voulu passer aux élections locales. Donc il leur a promis, il leur a dit, si on érigeait une statue de la Kahina, le ciel s'ouvrirait de trésors et on avancerait, etc. Notre problème, c'est un problème culturel, etc. Et bien aujourd'hui, il y a une statue de la Kahina à Baraï, mais il y a toujours la misère. Parce que le problème n'est pas ériger une statue à la Kahina, c'est d'étudier son histoire, se réapproprier son esprit politique, etc. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Même les actuels berbères, enfin si berbères il y a, parce que nous sommes les descendants de berbères. Mais, moi, je suis descendant de berbères. Mais quand j'étudie ma généalogie, il y a un tas de mélanges. Les Ben Wenjen, les ceci, les Beni Maafa, c'est un sacré mélange. Bon. Mais grosso modo, disons qu'on est berbères. Bon. Alors, la Kahina, déjà, sous la stèle, ils ont écrit Dihya bint Thabit. Thabit, c'est un nom arabe, c'est pas un nom berbère. Déjà, voilà, c'est ça les faussaires de l'histoire.
C'est comme ça qu'on fausse l'histoire. Et puis viennent les fossoyeurs. Passent les faussaires et puis viennent les fossoyeurs. Et alors là, on ne s'y retrouve plus. Dahya bint Thabit bnou Yenfaq, c'est une berbère boutre qui a voulu créer un État basé sur l'unité politique, l'unification politique. Alors, elle était encore une chose, elle était plus intelligente que Koussaïla. Parce qu'à un certain moment, au début... Juste un détail, Koussaïla qui s'est converti à l'islam contrairement à Oui, Al-Khalila. mais par opportunisme. Hein. Par opportunisme. Après, quand il a vu ce que c'était... Par opportunisme, ceci dit, ça ne l'a pas empêché d'être dans les troupes musulmanes pour aller conquérir mais après, des régions jusqu'à Tanger. Justement, durant cette expérience, il s'est rendu compte que l'islam ne faisait pas son affaire. C'était un roi, il voulait qu'on se prosterne devant lui, qu'on garde les mêmes habitudes, pratiques, etc. L'islam ne permet pas ça. On ne se prosterne pas devant un roi. Donc, il était toujours respecté au sein de cette troupe. Ça ne faisait pas son affaire. Donc, il a fait son apostasie. Bon, il était libre de le faire. Nous, on n'est pas là pour le juger. Mais c'est des faits historiques. C'était son droit d'être païen. Et puis de se convertir au christianisme, c'était son droit. De se convertir à l'islam, c'était son droit. Et de faire son apostasie, c'était son droit. On n'est pas là pour le juger. Mais il faut faire la lecture exacte de l'histoire, les événements, de façon neutre. Koussaïla ne portait pas un projet politique avec lui. Et il préférait cohabiter, collaborer avec les Byzantins. La Kaïna, c'est différent. C'était une femme qui avait un projet politique en tête. Et au début, elle croyait que les Arabes, entre guillemets, voulaient conquérir ces contrées. C'est-à-dire, parce que les Berbères, ils ont toujours été envahis par des étrangers, les Romains, les Vandales, les Byzantins. Et puis il les a servissés. Il y a toujours et c'est à ce moment-là où elle a demandé à ses compatriotes de brûler tout pour éviter c'est la politique de la terre brûlée. Et mais ça s'est retourné contre elle. Non, ça s'est retourné en fait contre elle. Oui, mais ça lui a permis aussi de réaliser que les Arabes, entre guillemets, n'étaient pas venus pour s'approprier des terres. Oui. Ils avaient un message à communiquer et ils l'ont fait. Et cette politique-là, en fait, a permis à beaucoup de Berbères d'aller de se poser des questions et donc de les inciter, hein, ça a eu l'effet contraire, de les inciter à aller vers les musulmans et aller se convertir. Ils sont convertis à l'islam sur ordre de la Kahina. Oui. Bien plus tard. Voilà. Quand elle s'est rendue compte que ces gens-là, est terminé pour. Voilà, c'était pas pour conquérir et que l'avenir leur appartenait. Voilà. Et regardez un peu son héroïsme, jusqu'où il va, l'héroïsme de la Kahina. Parce que la Kahina, une chose que pas mal de gens ignorent, elle est arrivée au pouvoir à l'âge de 64 ans. Elle était monoposée. 64 ans. Et elle est morte l'épée à la main à l'âge de 87 ans. Ça, il faut qu'on le sache. À Bir al-Atr. Les deux enfants de la Kahina, donc ils ont embrassé l'islam et sont devenus des généraux dans l'armée de Futuhat l'Islamiyya. Alors, après, elle leur a dit, moi je vais mourir comme meurent les rois. Donc elle est morte l'épée à la main. Elle est morte, Nif Tachawiya, c'est clair. Donc elle est morte l'épée à la main pour son projet. C'est ça la grandeur de nos ancêtres. Mais on est en train de les mystifier, de les instrumentaliser à des fins ethnicistes, à des fins tout à fait terre à terre, etc. Et c'est très grave, parce que quand on n'écrit pas nous-mêmes notre histoire, c'est les étrangers qui vont le faire. Non, oui. On est obligé d'arrêter là. Ouais. On continuera ça le prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci, professeur Aïssa Belmekki. Merci, Cherif Driss. On continuera cette discussion lors de la deuxième partie lundi prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.